Bonjour et bienvenue dans En tête-à-tête, l'émission consacrée aux grands entretiens de France 24. Notre invité aujourd'hui est le secrétaire général de l'OTAN, M. Mark Rutte. Merci de répondre à nos questions. C'est un plaisir d'être là. Mark Rutte, la conférence de Munich sur la sécurité où nous nous trouvons a publié un rapport. Elle y décrit les actions de l'administration Trump comme une arme de démolition. Donald Trump a-t-il été une arme de démolition contre l'OTAN? Non, au contraire. L'année dernière, tous les pays européens de l'OTAN et le Canada ont atteint cet objectif de 2% de dépenses. De grandes économies comme l'Espagne, la Belgique, l'Italie, le Canada ont atteint ces 2%. Et lors du sommet de La Haye l'été dernier, nous sommes convenus d'un nouvel objectif de 5% que nous atteindrons au cours des prochaines années, avec une excellente trajectoire, notamment les 3,5% de défense en tant que telle. Le président Trump a été très important, non seulement parce qu'il l'appelait de ses vœux, mais aussi parce que les Allemands, les Néerlandais, les Français ont compris la grande menace qu'est la Russie. Diriez-vous qu'il a sauvé l'OTAN? Je dirais qu'on a eu de la chance d'avoir ce président américain qui pousse pour cela, et à la fois qu'il y a cette unité des visions entre Européens. Hier, lorsque nous avons eu une réunion ministérielle à Bruxelles, j'ai été très frappé de voir non seulement que nous sommes convenus des dépenses de défense et cette incroyable trajectoire, mais aussi ce changement de mentalité que j'ai vu hier. L'Europe assure davantage son rôle de leadership au sein de l'OTAN. Ce que j'ai vu hier, c'est l'Europe qui prend aux mains sa propre défense avec les États-Unis au sein de l'OTAN. Les Américains seront toujours engagés dans l'OTAN, encore plus qu'il y a un an. Je pense que l'OTAN est plus forte qu'il y a un an. Et je dirais que pour cette raison, nous sommes plus forts ensemble. Et nous pouvons faire face à nos adversaires avec plus de confiance. Les Américains se sont-ils engagés vis-à-vis de vous à ne pas retirer massivement leurs troupes d'Europe et à maintenir leur parapluie nucléaire tel qu'il est? Eh bien, vous n'avez qu'à lire le discours d'Elbridge Colby du Pentagone, un discours qu'il a tenu hier de la réunion des ministres. Ce discours a été publié. Il n'a pas donné de chiffres. Ces chiffres, nous les connaissons. Nous savons que pour que l'Europe reste forte, nous avons besoin d'un engagement américain en Europe. Et pour la sécurité des États-Unis, il leur faut une Europe forte, l'Arctique fort, l'Atlantique sûr. Nous sommes dans le même bateau. Personne ne veut détruire l'OTAN. Ce que nous voulons et ce qu'attendent les Américains, c'est que les Européens assurent davantage de leadership. Et c'est en train de se faire, c'est tout à fait positif. Lorsque vous vous levez le matin, vous pensez plus à l'Ukraine ou au Groenland? L'Ukraine, évidemment. J'y étais la semaine dernière et j'ai encore été frappé par la résilience du peuple ukrainien. Mais j'ai aussi vu de mes propres yeux une centrale thermique être détruite par 5 missiles, complètement détruite. Une centrale thermique qui assurait le chauffage pour ces grands blocs d'appartements à Kiev. 500 000 personnes qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, moins 25 degrés, et ces gens n'ont pas de chauffage pour les 2 prochains mois. Mais les Ukrainiens sont résilients, ils ne céderont pas, et au moment où nous parlons, les Russes avancent très lentement dans le Donbass. C'est vraiment à la vitesse d'un escargot que nous voyons, et pas d'un grand ours russe. Et 35 000 soldats russes sont tombés en décembre, 35 000 en janvier. Combien de pertes, selon votre analyse? Je n'ai pas le total des chiffres en tête, mais en 2 mois, c'était 65 000 morts. C'est un chiffre extrêmement élevé. L'Union soviétique, dans les années 1980, a perdu 120 000 soldats en 10 ans en Afghanistan. Et là, c'est 65 000 morts en 2 mois. Mais vous l'avez dit à plusieurs reprises, ce qu'on fait pour l'Ukraine, le soutien, c'est trop peu, trop lentement. Qu'est-ce qui manque? La bonne nouvelle, c'est que hier, lors de la réunion des ministres à Bruxelles, les Européens, les Canadiens en font plus pour l'Ukraine. Mais pas assez. Non, c'est vrai. Nous avons besoin de plus d'intercepteurs, de plus de munitions, et nous travaillons là-dessus. Mais je dois dire que j'étais très impressionné lors de la réunion hier des ministres de la Défense. Il y a eu beaucoup d'engagements, beaucoup de choses sont en préparation et des engagements seront annoncés au cours des prochaines semaines. Donc, ça veut dire que ce que veulent les Ukrainiens, c'est 15 milliards
$2 d'investissement, et vous avez validé dans le cadre d'un programme qui prévoit que les pays européens achètent des armes américaines, tout ça sera réalisé, c'est réaliste? Oui, tout à fait. C'est réaliste. C'est du matériel essentiel, à la fois létal et non létal, notamment ces intercepteurs. Il faut intercepter les missiles lorsqu'il y a un risque qu'ils s'écrasent sur une ville. Et seuls les États-Unis sont capables de les fournir dans ces ordres de grandeur. Nous en avons tous conscience, c'est nécessaire, avec un financement européen et canadien, et nous voyons beaucoup de pays qui participent. Venons-en aux négociations. Il semble que les Américains fassent pression sur les Ukrainiens pour qu'ils acceptent un cessez-le-feu en juin, peut-être avant les élections demi-mandat aux États-Unis. Est-il acceptable de mettre une date butoir aux Ukrainiens pour leur demander d'avoir un cessez-le-feu et de céder du territoire? Ce n'est pas comment je vois la situation des négociations. Le président Trump assure un leadership afin de surmonter le blocage avec le président Poutine et avec son équipe. Steve Witkoff, Marco Rubio, Jared Kushner font avancer le processus de paix. Mais cela prend du temps. C'est toujours une impasse. Vous dites que nous l'avons quittée, mais elle est toujours là. Il y avait une seule personne qui était capable de commencer à négocier directement avec Poutine, et ça a été le cas. Je ne me souviens d'aucun conflit dans l'histoire récente qui a pu être résolu en l'espace de quelques semaines. Cela prend du temps. Le problème, c'est que nous ne savons pas si les Russes sont disposés à négocier. Ce que j'ai vu la semaine dernière en Ukraine montre le contraire. Ce que font les Américains, c'est de tester les Russes pour voir s'ils sont prêts à négocier. Les Européens doivent-ils également tester les Russes? Le président français dit qu'il faut le faire, les Allemands, en revanche, semblent être sur une ligne différente. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce que le président français Emmanuel Macron a dit avec son conseiller à la sécurité nationale, les discussions avec les Russes, tout cela a été étroitement coordonné avec les Américains et les Européens. Nous verrons, mais les Américains gardent la main. S'ils pensent que cela peut apporter quelque chose et que cela se fait d'une manière coordonnée, très bien. La Russie est-elle déjà en guerre contre l'OTAN? Non, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Mais voyez les attaques hybrides qui ont lieu. Ne soyons pas naïfs. Mais l'OTAN est si forte que les Russes ne nous attaqueront pas aujourd'hui ou demain, car ils savent que notre réaction serait dévastatrice. Le risque, c'est que dans 5-6 ans, la Russie soit si forte qu'elle essaye de nous attaquer. Voilà pourquoi nous devons renforcer nos dépenses de défense. Et la bonne nouvelle, c'est que nous le faisons. L'Allemagne dépensera plus de 150 milliards d'euros d'ici à 2029, 2 fois plus qu'en 2021. Donc vraiment, les Allemands sur un leadership et c'est crucial. Est-ce que c'est le seul moyen de dissuader la Russie d'attaquer les pays baltes? Vous parlez des pays baltes. Vous venez de Paris, mais n'oubliez pas que ces derniers missiles russes, ils volent à Mach 5. On ne peut pas les intercepter avec vos systèmes antimissiles. Nous sommes donc tous sur le flanc oriental. Tallinn n'est plus proche de Moscou que de 5 minutes que Paris. La différence, c'est 5 minutes. Nous sommes tous le flanc oriental. Nous devons tous mieux nous défendre, renforcer notre système de dissuasion, de défense, investir davantage dans notre industrie de défense. En France, vous avez parmi les plus belles entreprises de défense dans le monde, mais il faut qu'elles produisent plus. Le président leur a dit de le faire. Je sais, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et le président américain l'a dit aux entreprises de défense américaines pour que nous puissions mieux nous défendre. Sur le Groenland, vous avez négocié avec le président Trump ce qui semble être une fin de la crise sur l'annexion du Groenland. La question est-elle maintenant réglée? Il semble qu'il y ait un accord cadre, personne n'en connaît vraiment le contenu. Je peux vous dire, c'est assez simple. Voilà ce dont nous avons parlé. Lors du premier mandat de Trump, il était président, j'étais Premier ministre, son premier mandat. Nous avons parlé du Grand Nord et du Groenland. Il a tout à fait raison. Les Russes, les Chinois ont de plus en plus accès au Grand Nord. Vraiment? Oui, absolument. Regardez la une du Financial Times ce matin. Il y a un article très clair sur les efforts des Chinois et des Russes, et tout cela est vérifiable avec des sources ouvertes. Donc, c'est réel, le président américain a raison. Voilà ce dont nous avons discuté. Ce n'est pas seulement le Groenland, mais c'est tout le Grand Nord. Alors que là, nous avons l'OTAN, et l'OTAN est plus à même que quiconque pour réunir les différents efforts afin de protéger le Grand Nord. Et pour ce qui est du Grand Nord
plus spécifiquement, les discussions sont en cours avec le Danemark, le Groenland et les États-Unis. Par exemple, si les États-Unis installent leur système de défense au Groenland et que le statut du Groenland dans le Royaume du Danemark évolue, que ces investissements sont sûrs et que l'on peut empêcher les Russes et les Chinois d'avoir accès à l'économie groenlandaise. Donc cette crise est terminée. Nous avons lancé Arctic Sentry, c'est cette mission collective de l'OTAN dans le Grand Nord qui a commencé il y a seulement 2 jours. Ce sera très important pour nous défendre. Mark Rutte, merci d'avoir répondu à nos questions à Munich. Merci à vous. Merci d'avoir regardé cette édition de En tête à tête sur France 24.